sais ce que c'est ma stratégie? J'ai pas besoin d'aller vite déjà moi, j'ai besoin d'aller loin. Je lui ai dit mais t'es un con de sales. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut vendre aux gens qui veulent acheter. Voilà, exactement. Moi j'essaie pas de convaincre les gens qui ont besoin de quelqu'un. Soit t'as besoin de quelqu'un, on discute, soit non, tu dois te convaincre tout seul ou mettre mes vidéos YouTube, on verra. Choisis ta question, choisis bien. Parce qu'il y a des questions pièges. Si tu pouvais voler quelque chose à tes concurrents, ce serait quoi? C'est pour ça que les entrepreneurs, tu vois, ils se draguent. Bah, t'as une belle boîte aussi. C'est ta boîte qui est la plus belle, mais non, c'est toi. Ou j'ai d'ailleurs paradoxalement pas du tout appris à vendre en fait en école de commerce. Un acheteur B2B, c'est rien de plus qu'un acheteur B2C qui a poussé la porte de son bureau. En fait, c'est comme s'il y avait une télé qui était regardée par 3 milliards de personnes. Et tu pouvais te diffuser auprès de tous ces gens si t'as l'argent pour payer. Encore une question rhétorique. Il y a tellement de choses. Salut Théo. Salut Quentin. Je t'ai dit qu'on allait commencer direct dans le livre. Merci à ta maman de nous recevoir. J'ai le droit de le dire ou pas? Ouais, bien sûr. On la remercie, elle est en vacances actuellement. Donc il faut toujours la remercier, même quand on n'est pas là. Ouais. Et ben on remercie ta maman si elle regarde la vidéo. Théo, nous on s'est rencontrés pendant un déj il y a quelques mois. D'ailleurs, petite anecdote. Je sais pas si tu te souviens, mais ce déj a été financé par un cher mécène. Mais putain, mais c'est vrai que c'était avec toi? Bah oui. Mais c'est vrai, c'est énorme. Tu sais que je l'ai retrouvé le mec. Et alors? Attends, on peut peut-être raconter l'histoire pour les gens de... Ouais, vas-y, raconte. Donc on mange ensemble et à la fin, donc, quand je demande l'addition, il y a pas l'addition qui arrive en fait, ou l'addition déjà payée dans un truc là, ouais. Avec un petit dessin avec marqué un steak tartare, c'est pas très dodu, parce que dodu, je crois que c'est un mot que j'emploie pas mal dans les vidéos, et en fait l'addition payée. Ouais. Merci le lion, il y avait un dessin, un petit dessin de lion, c'est ça. Ouais. Un petit dessin de lion. Et donc je savais pas qui c'était du tout, parce que le mec était parti. Ouais. Et donc j'ai fait un post LinkedIn pour parler du truc. Le truc a pas mal buzzé, donc le mec a vu, je l'ai retrouvé. En fait, c'est un gars qui fait de l'événementiel un peu atypique. C'est-à-dire qu'il organise des événements... dans des lieux atypiques. Ouais, un mec hyper original, etc. Okay. Genre, il fait des dîners devant Montmartre, etc. Où t'es au milieu de tout le monde, etc. Trop bien. Et donc, le mec adorable, voilà, qui m'avait payé mon déj. Donc, on a pas mal échangé. Qui m'avait aussi payé mon déj. Ouais. D'ailleurs, merci. J'ai pas eu l'occasion de te remercier, mais très sympa. C'était bon, hein, c'était bien. Ouais, c'était très bien. Voilà. Donc, valeur sur le Hoxton. Toujours. Clean. Ça marche à tous les coups. Donc, pendant ce déj, on se rencontre et on discute. Il y a un point majeur, notamment, qui ressort. C'est qu'on fait un petit peu tous les deux le même métier, si on réfléchit bien, puisque notre job, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de nos clients. C'est de faire de l'acquisition. La différence, c'est que toi, tu le fais sans commerciaux, et moi, je le fais sans site internet. Donc, le but de cette discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir à une chose, elle va tourner autour d'une hypothèse que j'ai. C'est que les expériences d'achat B2B et les stratégies d'acquisition B2B, elles convergent de plus en plus, et elles s'inspirent de plus en plus des expériences B2C que tu connais très bien, puisque c'est ça que tu fais. Toi, tu es le CEO de Kudak, qui est une boîte qui fait de la grosse pour les e-commerçants. Donc, tu t'occupes des planifications de leurs ads, tu t'occupes de la gestion de leurs ads aussi. Et ton job, c'est ça, c'est de les aider à augmenter leur chiffre d'affaires, à faire de l'acquisition. Nous, chez MIM, on fait la même chose. On aide nos clients à faire plus de chiffre d'affaires. Alors, on le fait en B2B avec des commerciaux. Beaucoup dans le SaaS et la tech, d'ailleurs, de manière générale. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de construire ensemble et répondre à la question comment les boîtes B2B, elles peuvent s'inspirer des sociétés B2C pour faire plus d'acquisition. Ça te va? Absolument. Alors on se parle, Théo, tu diriges donc Kudak, qui est une agence growth pour les e-commerçants, qui compte 60 personnes. Tu vas faire à peu près 4,5 millions cette année, quelque chose comme ça, à ton message. Ouais. Et tu as 25 ans, donc félicitations. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Tu as une jolie boîte également. Merci. C'est comme ça que les entrepreneurs, tu vois, ils se draguent. T'as une belle boîte aussi. C'est ta boîte qui est la plus belle, mais non, c'est toi. C'est la flatterie des entrepreneurs. Donc c'est bien de te présenter parce que nous, on a une audience, enfin il y a des gens qui nous écoutent qui sont majoritairement dans le logiciel, dans le B2B, donc c'est pas forcément des gens qui connaissent encore Théo Lyon, mais allez voir ce que fait Théo sur sa chaîne parce qu'il donne plein de super conseils d'entrepreneuriat qui sont aussi très utiles pour vendre d'ailleurs. Et je pense que les sujets vente, ça te concerne, c'est pour ça que on parle ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit pour te présenter ou que les gens disent pas souvent et que tu aimes bien qu'on dise de toi? Si tu veux rajouter quelque chose, moment égo. Sur la présentation, je pense que tu as tout dit. Donc, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai un background très académique, où j'ai d'ailleurs paradoxalement pas du tout appris à vendre. En fait, en école de commerce, c'est pas un truc qui s'apprend beaucoup. Et donc moi, j'ai cette double casquette dont on parlait juste avant d'allumer les caméras, où à la fois j'aide mes clients à vendre via leur site internet, mais moi en tant qu'agent, je dois aussi vendre à des pros. Donc j'ai les deux, j'ai l'occasion, moi aujourd'hui je m'occupe plus d'ailleurs de la partie vendre à des pros, sur lequel je suis loin d'être irréprochable, mais probablement pas très bon par rapport à mes pairs. Je suis bien meilleur sur le B2C, et donc c'est pour ça que le sujet de la discussion, et je trouve assez intéressant, c'est un bon exercice intellectuel, et j'aime bien le fait qu'on puisse se faire une petite joute de ce genre, nous préparer. Ok, super. Donc, pour suivre ce thème, on va réfléchir ensemble à cette problématique. Il y a un bol, si vous avez remarqué, entre Théo et moi. Et dans ce bol, on a préparé des questions qu'on va se poser l'un à l'autre et qui vont nous aider soit à avancer sur le sujet, soit à mieux comprendre qui on est et peut-être étayer notre propos.
Du coup, pour commencer, peut-être Théo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui fait le secret des bonnes stratégies d'acquisition en B2C? Alors, je pense que je vais peut-être un peu d'abord répondre à cette question-là sur le scope purement ads. Donc, qu'est-ce qui fait le succès d'une bonne stratégie ads? Donc, payant, ça veut dire que tu essaies de transformer de l'argent en client. Je pense que tu as 3 trucs. Le premier, c'est le pilotage de ton budget. Donc, c'est-à-dire, en gros, quel est le gros problème en fait, de toutes les campagnes d'acquisition? C'est que les gens ont de l'argent et il y a un investisseur ou un CEO qui leur dit écoute, je veux bien que tu me transformes cet argent en client. Et les gens savent pas comment faire. Donc, nous, en fait, le travail, moi, j'ai construit Kudak sur comment, file-moi ton enveloppe, tu vas voir, je vais te la mettre au bon endroit, sur Google, sur Facebook, etc. Donc, le premier truc, c'est de comprendre aujourd'hui, avec tout cet arbitrage de régie qui sont disponibles donc en payant sur Internet, où est-ce que je suis censé mettre mes euros pour que ça rapporte. Et donc tu vas te rendre compte, tu vois, je peux en mettre 5 000 sur Facebook et 10 000 sur Google, ça va pas être les mêmes personnes et à différents endroits du funnel. Donc je pense que c'est la compréhension de quel est le funnel par lequel vont passer, donc funnel, le tunnel d'acquisition par lequel vont passer tes prospects, et comment est-ce que tu vas mettre l'argent aux bons endroits pour les attraper et les rediriger à la fin vers whatever, ce que tu veux. Donc nous, ça va être toujours une vente en e-commerce, c'est la première chose. Seconde chose, ça va être de comprendre comment est-ce qu'une fois que tu as capté une fois que tu sais où les attraper, donc tu as mis ton budget au bon endroit, comment est-ce que tu les attrapes. Et souvent, tu vas les attraper avec une créa, toujours la même chose. Donc, ou une créa, un message, tu vois, ça va être de l'écrit, ça va être de la vidéo, du statique, etc. Donc c'est comprendre comment est-ce que ce que tu fais, tu dois le transformer en un message marketing. Très simple. Et donc ça, pour le coup, c'est un truc qui est commun avec le B2B et le B2C, c'est qu'une fois que j'ai ton attention, ça suffit pas. Il faut que j'arrive d'abord, il faut que j'arrive à capter ton attention, mais aussi il faut que j'arrive derrière à la transformer en intérêt. Troisième chose, seconde chose. Et la troisième chose, c'est une problématique qui est un peu spécifique en e-commerce et en acquisition globale. C'est toute cette data qui va te permettre de choper du feedback sur les deux premiers points. Donc nous, c'est en gros un peu le pôle tracking. En e-commerce, c'est du tracking simplement chez nous. Donc, tu vas mettre en place des solutions qui permettent de savoir quand je dépense 100 euros, combien est-ce que ça m'a rapporté, grâce à quelle régie avec quelle contribution. Et donc la règle générale, c'est simplement essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a amené quel résultat, tu vois, simplement là-dedans. Donc si je peux te récapituler mes 3 points, je dirais que la clé sont bien piloter son budget, bien savoir le marketer et avoir une boucle de feedback basée sur des datas qui permettent d'améliorer les 2 premiers points. Très bien, et je pense que sur ce point, on est quand même très proche du B2B. La différence, ça va peut-être être l'usage des canaux. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Une fois que tu as trouvé un canal qui fonctionne bien, admettons que ce soit le ads sur une certaine target sur YouTube, tu vois qu'il y a de la performance, est-ce que les résultats augmentent proportionnellement à l'investissement? C'est une question évidemment qui est un peu téléphonée, mais je vais te laisser répondre. C'est une question rhétorique. Eh bien écoute, non, parce qu'il y a des phénomènes qui s'expliquent assez simplement. C'est que, le phénomène c'est quoi? C'est que quand tu dépenses 1 000 euros et que ça t'en rapporte 3 000, tu te dis je vais dépenser 3 000 euros, ça va me rapporter 9 000, ce qui se passe absolument jamais. Pour une raison très simple, c'est que les 1 000 euros que tu as dépensés, ils t'ont servi à aller chercher des gens qui avaient un niveau d'awareness probablement de ton problème ou des solutions d'ailleurs qui existent, qui étaient plus avancées, et donc ils vont te coûter moins cher à acquérir. C'est ça que ça veut dire. Donc ton coût d'acquisition pour un client va être plus bas, et plus tu vas élargir ton audience, plus tu vas sortir de tes early adopters, comme on les appelle, pour aller chercher des gens qui vont avoir un peu plus besoin d'être convaincus, donc qui ne sont pas forcément au courant déjà qu'ils ont un problème, ou alors qu'il y a des solutions. Et pour le coup, c'est forcément, comme tu vas devoir les toucher plus, tu vas payer des impressions supplémentaires, et donc ça prend plus de temps. Et c'est pour ça que tu as un aspect dégressif en fait, de la rentabilité des investissements, que ce soit en temps ou en argent d'ailleurs sur du marketing, et ça devient de plus en plus dur. Donc c'est très très rare, tu vois, Coca, quand ils dépensent 1 milliard par an en marketing, ils n'ont pas le même ROI que quand ils ont dépensé 100 000, évidemment. Et c'est principalement parce qu'ils essaient de toucher tout le monde. Donc quand tu veux toucher tout le monde, tu dois accepter d'avoir un ROI plus faible. Ouais, plus faible. Il y a un concept en B2B quand on fait de l'acquisition, c'est que souvent, l'efficacité d'un canal en termes de conversion, il est inversement proportionnel à sa scalabilité, son industrialisation possible. Ah, c'est stylé. J'essaie d'oublier ça. Enfin, c'est un constat que j'ai fait, quand je te dis c'est un concept, c'est un constat que nous on fait chez MIM. Et du coup, ce qu'on conseille souvent aux clients qui commencent de l'acquisition, c'est de commencer par des choses qui sont très peu scalables. L'exemple classique, tu montes ta boîte, c'est en tant que CEO, utiliser ton réseau. Alors ça marche bien, tu fais des super conversions, sauf que c'est pas du tout industrialisable de vendre à ton réseau. Puis surtout, c'est pas parce que tu as réussi à vendre à ton réseau que tu as trouvé ton product market fit. Est-ce qu'il y a un concept un petit peu similaire quand tu fais de la pub, et qu'au début, tu as des niches qui convertissent très bien, mais au bout desquelles tu arrives très vite à la limite? Alors, en fait, je pense que la comparaison, elle est pareille. En fait, en B2B, si je simplifie le problème avec la compréhension que j'en ai, pour moi, s'oppose tout ce qui va être prospection. Donc, à la force du poignet ou du temps que je vais passer, je vais réussir à choper des leads puis des conversions.
du poignet qui décroche le téléphone. Et voilà, exactement, Okay. et pas le poignet, autre chose. Ok. On coupera. Et après, en face, après, tu as les trucs un peu plus long terme, disons, qui vont être tout ce qui est branding, tu vois, et principalement des investissements qui scalent plus, donc des stratégies de marketing de contenu, où tu vas passer un temps fixe à produire un contenu, mais comme tu vas avoir une plus grande communauté d'ici 1, 2, 3, 4 ans, ça va scale. Donc en fait, tu vas avoir des rendements croissants. Donc court terme, long terme, selon moi. Et je pense que tu as exactement la même chose en e-commerce, avec la même dissension, sauf qu'à la place d'avoir de la prospection, tu as l'ADS. L'ADS, c'est le court terme. Donc n'importe quelle startup qui a levé des fonds, on lui donne 4 millions et qu'il doit le transformer en croissance, il va le mettre dans de l'ADS, forcément. Parce que c'est la seule machine qui permet de transformer de l'argent en croissance. Maintenant, si tu veux faire du contenu, tu veux faire ta marque, etc., la marque, ça se construit sur du temps toujours. Tu as une partie incompressible. Tu ne peux pas acheter le temps. Il y a des exceptions à ça. Mais globalement, tu ne peux pas. Et donc, en fait, tu as la même chose. Je pense que tu as le court terme, le long terme, des deux côtés. Et que tu dois toujours commencer par ton court terme. Tu vois, ce que tu disais. Donc, ton réseau, c'est un exemple parfait, comme la prospection téléphonique ou quoi. Et ensuite, rapidement, tu te rends compte que tu vas être capé, tu dois devoir construire des assets un peu de long terme. Et ce qui est paradoxal avec Kudak, c'est qu'on a fait l'inverse. On a commencé par le personal branding, donc le truc long terme. On a eu de la chance. Il y avait une fenêtre dans le spatio-temporel qui était ouverte, qui était LinkedIn il y a 3 ans. Et je pense que c'est ça où il y avait personne. C'est qu'à l'époque, ta strate de contenu sur LinkedIn n'a pas été, enfin tu le savais pas, je pense, mais ta strate de contenu sur LinkedIn n'a pas été une strate de long terme. Tu te disais que tu allais avoir les fruits de ça bien plus tard. En fait, je l'ai constaté directement. Donc tout de suite. Mais aujourd'hui, je pense qu'il en existe ailleurs si on cherche un peu. Il en existe encore, mais ça reste l'exception. Je pense que de manière générale, si tu commences à publier du contenu sur LinkedIn, il faut t'attendre à avoir du résultat plutôt plus tard. Voilà, sauf, maintenant, pareil, ce que tu disais, une faille spatio-temporelle qui voilà, s'ouvre dans laquelle tu t'engouffres. Moi, j'ai eu la chance, c'était les deux en fait. C'était court terme et en même temps, je construisais mon truc long terme parce que j'ai utilisé LinkedIn pour lancer YouTube, etc. Il y a un aspect que j'aimerais qu'on creuse, c'est l'efficacité du canal. Parce que justement, tu parlais du fait que ce soit scalable, donc ça, c'est une première chose. Mais est-ce que c'est scalable avec le même niveau d'efficacité? Donc, on parlait des premiers canaux que tu as utilisés. La force du réseau quand tu lances ta boîte en termes de conversion, c'est incomparable avec faire de la prospection au téléphone et quelqu'un qui ne te connaît pas. Est-ce que tu as des effets similaires en fonction des canaux que tu choisis quand tu fais de l'ADS? Ou même si tu as des idées d'acquisition B2C qui sortent de l'ADS? Ok. Donc attends, ta question c'est... Est-ce qu'il y a une proportionnalité entre le niveau de friction que propose le canal pour être activé et son efficacité finalement? Pas toujours. En fait, tu vois, c'est pour ça que j'avais un peu de mal à organiser mes pensées. Je réfléchissais aux principaux canaux que tu peux activer quand tu es en B2C. Donc tu as tous les canaux online qui présentent très peu de friction. Lancer une campagne Facebook, lancer une campagne Google, c'est à la portée de tout le monde. Être bon dessus, c'est une autre affaire, mais au moins tu peux dépenser tes premiers euros dessus. Tu as des canaux, après, sur lesquels il y en a un petit peu plus. Donc online, tu vas avoir toutes les régies, donc par exemple, faire une pub sur Netflix, j'en sais rien, tu vois, où tu as des tickets d'entrée, où tu peux pas, c'est pas du self-service. Et pour le coup, tu vas pas gagner une efficacité, ça convertit moins bien une pub sur Netflix qu'une pub sur Facebook, Insta et Google. Et ça, c'est principalement le fait des algorithmes, tu vois. Donc en gros, cette règle, elle n'est pas évidente. Par contre, ce que tu vas gagner sur ces régies-là, sur lesquelles il y a de la friction, c'est principalement le fait que les gens savent qu'il y a de la friction, tu vois, dans le marketing. Okay. Et donc, au lieu de gagner de la visibilité et donc de faire beaucoup de visibilité pour pas cher et donc beaucoup de conversion, tu vas faire moins de conversion, mais tu vas choper de la crédibilité. Et donc c'est pour ça que les marques continuent à faire de la télé, continuent à faire de la pub dans les journaux et des trucs très classiques. C'est parce qu'ils savent que, les gens, quand tu le lis, la crédibilité d'avoir vu, quand tu as vu 10 fois une personne sur Facebook et une fois une personne à la télé, et dans ta tête, c'est une fois à la télé, ça suffit, ça bat Facebook 10 fois. Parce que le consommateur sait que c'est accessible à tout le monde. Donc c'est pas vraiment un truc d'efficacité. Ouais. C'est un truc que tu ne pourras jamais avoir avec... c'est plus des propriétés inhérentes au canal. Et du coup, on va essayer d'imaginer un graphe, une matrice maintenant. Je vois ton sourire, donc... c'est intéressant parce qu'il va falloir organiser tout ça. Je veux qu'on imagine tous les deux. Et ce graphique, il dirait en abscisse que on a on va classer les canaux par catégorie, par propriété par lesquelles ils se démarquent. Donc là, par exemple, tu disais la télé, elle se démarque parce que ça va donner beaucoup de crédibilité. Et on va essayer de placer tous les canaux qui existent, mais vraiment, on va rentrer dans le cliché, mais j'aimerais que tu puisses expliquer aux gens quelle est la propriété phare de chaque canal qui existe quand tu veux faire, quand on parle de canal d'acquisition. Ok. Alors, commençons par le online, forcément. Facebook.
Donc commençons par Google. Google, c'est un canal sur lequel tu captes de la demande. Donc en gros, tu vas toujours être capé par la taille de ton marché. Si quelqu'un cherche pas ton gel pour les mains avec des paillettes, je pense à Merci Andy directement, tu peux pas faire de Google, tu vois. Donc, canal très accessible, très scalable, mais selon ton niveau de demande. Donc en gros, il y a plein de business pour lesquels c'est pas compatible. Sur Google, le search. Alors après, Google a aussi YouTube, ça appartient à Google, ça rentre plus dans le social. Ce qui est génial avec le social, second canal, c'est le fait que ce soit push. Donc tu peux créer de la demande. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que le Google capte la demande, le social la crée, enfin l'élargit, tu vois, simplement, ton bassin d'audience, tu peux aller gagner de la croissance en fait avec le social. Et c'est pour ça qu'il faut s'attendre à des ROI qui sont moins importants. Et c'est des choses qui te permettent, aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de canaux qui rivalisent avec Facebook. Quand tu veux pousser des entreprises at scale, tu vois, tu regardes les top dépenses des plus grosses boîtes B2C, il y a toujours Facebook dedans. Toujours. À quoi c'est dû d'après toi? Dans le marché, tu as 3 milliards de personnes qui utilisent les apps de la famille Facebook. C'est un algorithme qui est hyper puissant. Plus que Google? En termes de requêtes, je ne sais pas. Mais de toute façon, en fait, le problème sur Google, c'est pas tant qu'il n'y a pas assez de gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens qui recherchent ton truc. Donc tu vas être affiché où? Tu vas en SIA. S'il n'y a pas les requêtes sur les trucs que tu veux, les gens ils vont pas cliquer sur toi. Et il n'y a pas un écart de granularité aussi sur les personas que tu peux construire? Parce que moi j'ai entendu que Facebook était très puissant pour faire ce qu'on appelle les lookalikes. Je te laisserai expliquer mieux que moi. Parce qu'il y a beaucoup de data autour de chaque profil sur Facebook, là où sur Google il y a peut-être un petit peu moins de données, quoique peut-être que... Ouais, c'est différentes façons de le construire en fait. Google va se servir de ta recherche et Facebook va se servir de ton comportement sur ces plateformes, tout ce qu'il peut capter. Okay. Donc aujourd'hui, les lookalikes, c'est un système qui désormais fonctionne plutôt comme une black box chez Facebook, c'est-à-dire qu'il va te dire file-moi ton budget, t'inquiète. Moi j'ai mes lookalikes en interne, je te mets bien. Et c'est connu pour être performant. Oui, c'est ça. Il y a des variantes, mais globalement c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que Facebook est capable de mettre les gens dans des gros bassins d'audience avec plus ou moins de précision, ensuite de les offrir aux annonceurs. Et donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui Facebook, tu peux pas rivaliser avec, c'est parce que c'est la plus grosse poche d'audience. En fait, c'est comme s'il y avait une télé qui était regardée par 3 milliards de personnes. Et tu pouvais être diffusé auprès de tous ces gens si tu as l'argent pour payer. Et donc, en fait, la télé, par exemple, c'est la même chose. La télé, tu vas pas chercher des gens qui ont fait des requêtes, etc., pour mater ton produit, un truc. Mais tu vas aller plutôt leur pousser ton message. Donc, c'est pour ça que ça permet de générer de la croissance. En fait, les canaux push, ça permet d'élever le plafond de verre. Et donc, je sais pas s'il y a une similitude en B2B. En fait, c'est là où peut-être je veux introduire et ça va aider à donner la perspective. Moi, ma vision de plus en plus du B2B, c'est qu'un acheteur B2B, un prospect, vous appelez ça comme vous voulez, un acheteur B2B, c'est rien de plus qu'un acheteur B2C qui a poussé la porte de son bureau. C'est le même mec qui va sur Facebook le soir, qui lit des trucs sur LinkedIn ou qui regarde des vidéos sur YouTube. C'est la même personne. Donc, l'hypothèse que j'ai, c'est que si tu es capable de faire acheter un frigo à ce mec via une pub sur Facebook, tu peux être capable d'influer son comportement sur une décision d'achat B2B. Et ça, j'aimerais bien l'explorer avec toi, parce qu'on voit assez peu de boîtes B2B, tu vois, ça pourrait être contre-intuitif de dire je fais du B2B, je vends des services en acquisition, je vais faire de la pub sur Facebook. Mais j'aimerais qu'on se pose la question de dans quelle mesure ça peut être possible de le faire en fait. Déjà, c'est sûr c'est totalement possible, parce que tu as plein d'entreprises qui le font. J'ai une part significative, j'ai pas de client qui me vient en tête comme ça, mais on a une part significative du portefeuille qui est en B2B. Tu vois, je dois en avoir peut-être entre 10 et 20%. Il y a 20% du portefeuille de Kudak, c'est des gens qui font de l'acquise B2B qui vont aller toucher des gens qui ne sont pas du particulier e-commerce, tu vois. Donc par exemple qu'est-ce que j'ai comme exemple? Lydia, tu vois. Ouais. Lydia, tu peux avoir c'est très le gros de leur acquisition est B2C, de toute façon maintenant ils ont un peu stoppé. Mais qu'est-ce que j'ai comme exemple? Non, voilà, Legal Start, meilleur exemple. Legal Start, c'est du B2B pur, parce qu'en fait, tu aides les gens à poser leur statut, et ça cartonne. Ça a une grosse poche de public qui est sur les réseaux sociaux. Ok. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre la taille de la boîte, ou le niveau du poste de la personne que tu vas targeter, et le canal? Donc tu veux dire, est-ce que mes gros décideurs, ils sont dessus? Ouais, l'impression qu'on pourrait en avoir, j'ai pas baqué par des chiffres, mais c'est que en fait, plus tu vas sur des petites boîtes avec des TPE, plus ça va être facile d'aller sur les réseaux type Facebook pour aller les capter. Plus tu vas sur des énormes boîtes. Bon, dans tous les cas, il y a 3 milliards de personnes, donc ils sont dessus, c'est sûr. Ouais. Et ils prennent, c'est sûr que ça joue dans leur décision d'achat. De toute façon, c'est pas à prouver que le B2B marche bien sur Facebook. Il y a des tonnes de personnes qui le font. Tu prends le top 10, top 100 Salesforce, tout le monde tout le monde fait de la pub Facebook, Salesforce. Mais ils font de la pub pour faire de l'acquisition, pour faire de l'awareness. Le résultat est quand même le même. Tu vois, c'est qu'ils arrivent à toucher leur cible et les convertir à la fin. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, l'awareness en B2B, donc c'est plus haut de funnel.
Et c'est plus le truc que tu vas faire quand tu auras déjà taffé la partie un peu plus bas de funnel, c'est-à-dire en prospection, le téléphone. Donc la question que tu poses, c'est est-ce que le Facebook, par exemple, peut être héroïste pour des gens qui font du B2B? Ouais, c'est-à-dire quelqu'un n'a jamais entendu parler de ta marque, il va acheter grâce à Facebook. Ouais, bah ça pour le coup, oui. Ouais, t'as même une boîte, j'ai un très bon pote qui s'appelle Jordan Chenevier, Ok. qui a monté Bulldozer, Ouais. et qui est spécialisé sur les problématiques B2B grosses, tu vois. Ok. Qui a une boîte qui est à peu près la taille de la mienne, donc je pense qu'a priori c'est pas un escroc. Il y a des escrocs qui ont fait des très belles boîtes. Hein. Ouais. non, mais je sais que c'est pas un escroc. Mais pour le coup, non, du coup, t'as vraiment. En fait, c'est. Et donc, ok, donc intéressant. Et c'est quoi sa cible, son persona type? CMO d'une boîte B2B, startup, tu vois, deuxième levée, je pense, série A, série B. Série A, série B, ok. Ouais. Et donc, eux, ils font de l'acquisition sur Facebook, sur Google, où Ouais. ils font du gros pub au sens plus large, tu vois, c'est pas que de l'ADS. Non, je veux dire pour se développer. Parce que tu avais l'air de Tu veux dire, tu parles pour eux? Ouais. Moi, je parlais pour leurs clients, mais leurs clients sont des boîtes B2B. Ok. Donc, ils ont des. Qui le font pour eux. Voilà. C'est l'équivalent de Kudak pour. Payfit, Par trois. J'ai trouvé un exemple. Payfit, je Et crois que Payfit, c'est pareil. Et Payfit, leur cible, j'ai l'impression que leur cible à la base, c'est quand même les plus petites boîtes, quoi. Donc, toi, en fait, tu dis que les grosses boîtes, pas possible Je de sais faire pas, de c'est une conversion. hypothèse, on en parle. Je Ok. sais pas. J'ai pas de. Est-ce J'ai que pas de retour KPMG va là-dessus. faire de la pub sur C'est pas- Facebook pour trouver une nouvelle boîte qui conseillait? Est-ce qu'un BCG, il peut faire de la pub C'est sur pas mes Facebook clients, pour mais ça? c'est très différent en fait. Aujourd'hui, c'est business comme KPMG, McKinsey, BCG, etc. Et c'est pas des business qui font leur acquise en call comme ça. Vas-y, t'as besoin d'une mission, etc. C'est des business qui ont des réputations de port et qui vont capter de la demande au moment où elle émerge, quoi. Ouais. Parce qu'ils travaillent avec leur réputation. Et c'est exactement le truc dont on parlait au démarrage. Tu te sers des trucs de court terme jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de trucs de court terme. Ça n'a pas de sens d'avoir une armée de sales chez McKinsey qui vont choper des trucs. C'est des senior partners, je sais pas On quoi. revient dans le temps, McKinsey, à sa création dans ses 5 premières années. Est-ce qu'ils auraient pu aller sur Facebook pour le faire? Mais en fait, là, je peux parler dans l'hypothétique, hein, Ouais. mais je suis pas sûr d'avoir un avis très intéressant sur la question parce que c'est pas mes clients en fait, Ouais. ces gens-là. Donc honnêtement, je sais pas. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te proposer de faire un temps mort et de tirer un papier parce qu'on s'en est pas encore servi. Si Je t'aimes pas tire la question, pardon? Je tire du coup un. Ouais, vas-y, tu peux tirer un Et je papier. lis ce qui a marqué sur le papier. Tu m'as dit quoi si j'aime pas la question? Si t'aimes pas la question, je sais plus ce que j'allais dire. Je peux. Si t'aimes pas la question, c'est moi qui y réponds. Tu peux me Qu'est-ce faire que le tu n'as miroir. pas encore craqué dans tes ventes B2B pour ta boîte? Oh, il y a tellement de choses. Alors ça, c'est une question facile parce que je vais trouver des trucs à dire, mais il faut que j'arrive à prioriser qu'est-ce que j'ai pas encore Qu'est-ce qu'il y a de craqué plus vieux? important. Peut-être quelque chose qui traîne depuis longtemps et que t'as toujours pas craqué et auquel tu penses de temps en temps. Je vais te dire ce que j'ai pas craqué. Moi, je vends pas de la tech. Je vends des cerveaux, je vends du service. Mhm. Et je n'ai pas craqué le fait de faire cohabiter quelqu'un qui est très bon en sales et qui va être capable de gérer un process de vente de A à Z et quelqu'un qui à la fois va pouvoir avoir un niveau de technicité sur le produit qui est assez important pour impressionner le prospect auquel il discute, qui est souvent une personne qui est un CMO, etc. Donc quelqu'un qui est assez béton. Mhm. Donc je suis obligé de faire intervenir d'autres personnes et je pense que ça doit exister comme ça des pépites qui sont excellents sur les deux. Et ça, c'est un problème que j'ai depuis très longtemps et que j'ai un peu dû contourner en faisant mon process en deux parties, mais un peu comme tout le monde, parce que tout le monde a le même problème, hein. Donc R1 avec un sales et R2 avec une personne de l'équipe via un audit. Donc ça, c'est un des trucs que j'ai pas craqué, mais j'en ai plein d'autres. D'accord, ok. Et en fait, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait des boîtes de conseil, mais c'est exactement la problématique d'une boîte de conseil. Exactement. Et c'est pour ça que c'est les putains de senior partners qui font et c'est génial en fait ce système. Moi, j'ai pas de senior partner. Tu pourrais Peut-être avoir, Ouais, ou alors c'est moi quoi. Genre, ou avoir 30% du temps de tes managers d'équipe qui est dédié à la vente, par exemple. je pourrais. Ouais, c'est un truc à tester. Pourquoi pas. Mais après, je saurais pas comment le structurer. J'ai un peu de mal moi avec les gens qui ont le cul entre deux chaises. Tu vois, les doubles métiers. Ok. On n'a pas réussi à très bien faire fonctionner ça chez Kudak, de manière générale. Les gens qui font un peu de... Parce que tu vois, typiquement, j'ai un performance manager qui vient parfois aider dans les call sales, qui fait les R1. Et c'est un peu dur, j'ai toujours l'impression qu'il, pour être bon dans l'un, il doit laisser tomber l'autre. Et les deux sont jamais au faux vert au même moment. Ok. Pourquoi ce serait antinomique de bien conseiller, ou enfin d'avoir de l'expertise technique et de rester dans tes... C'est pas antinomique dans la définition d'une personne qui est capable de faire les deux, je pense. Cette personne-là, de toute façon que j'ai en interne, il sait faire les deux. Ouais. C'est simplement c'est très dur de mettre son focus à deux endroits différents. Et que... Alors, moi, je préfère prendre le truc sur lequel il est meilleur entre les deux, le faire bosser 10 fois plus dessus, et pas lui demander d'aller passer une partie de son temps à côté.
Ok. Mais après, j'ai peut-être tort parce que je l'ai pas essayé de le mettre en place vraiment. Et à en fait, scale, la ce question que truc. je vais te poser, c'est comment tu sais que ça marche pas, ce que tu as actuellement, quoi. Non, bah écoute, je peux rendre juste mes chiffres de C'est vente tu et de t'es closing. comparé à un bench ou c'est juste que t'es pas satisfait? Je suis pas satisfait de ce qu'on a. Mais c'est assez facile de pas être satisfait. J'ai l'impression. Si tu voyais mes chiffres. De plus en plus, on voit que le B2B est en train de s'accaparer des canaux qui étaient historiquement B2C. Donc le bon exemple, c'est l'exemple de tout à l'heure, notamment avec le concept de marque personnelle. Donc par exemple, quelqu'un qui va communiquer sur YouTube, c'est ce que tu fais, pour se faire connaître et acquérir des clients B2B pour le coup. Quels sont, d'après toi, les canaux très bien connus et très bien utilisés en B2C qui sont complètement sous-exploités en B2B et qui pourraient être redoutables? Alors j'ai le plus évident qui est trop facile, c'est YouTube. il est trop facile parce que. Pourquoi les gens n'y sont pas allés à ton avis? Parce que YouTube a encore. Mais tu sais, le marché met du temps à comprendre les trucs. Il y a des chaînes B2B depuis très longtemps en fait, sur YouTube. Pourquoi d'ailleurs les chaînes B2B qui se servent vraiment de YouTube comme un canal d'acquisition, hein? Mais en fait, en France, en chaîne B2B, en France, Ouais, en France, ouais. Et après, tu me diras aux at US, scale, vraiment des grosses. Parce que souvent, en fait, le problème de cette chaîne-là, c'est qu'elles n'ont pas des 100 000 abonnés, etc. Ouais. C'est des chaînes qui marchent très très bien, qui ont parfois moins de 10 000 abonnés, Ouais. et qui te rapportent du bon lead bien qualifié, et tout, etc. Donc, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête particulièrement. Après, moi, le premier qui me vient en tête, c'est Gary Vaynerchuk, tu vois, aux US, qui a vraiment, qui a depuis très longtemps. Et qui a scale le truc. Lui, il a des millions d'abonnés parce qu'il est devenu un peu mainstream, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, le move qu'il fait d'être très commercial. Mais c'est un move un peu classique, besoin. non? Au début, tu es très niche. Au début, il faisait la démo de ses vins sur sa chaîne sur Internet. Ça me paraît être une transition assez logique. Ouais. Même, on l'a vu, tu me diras si je me trompe d'analyse, mais sur ta chaîne YouTube, Exactement ce que j'allais dire. tu t'es dirigé un peu dans la même direction. Ouais, totalement. Non, mais donc je dirais YouTube, c'est sûr et certain que c'est le principal. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu comme. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la faille spatio-temporelle LinkedIn. Et YouTube, ça fait 10 ans que c'est une faille spatio-temporelle. Et les gens n'y vont pas simplement parce que tu as l'effort de devoir faire une putain de vidéo. Et on en parlait juste avant de démarrer les caméras. C'est super dur de faire quelque chose de bien pendant longtemps. Parce que YouTube nécessite quand même de s'accrocher pendant un peu plus de temps. C'est pas comme LinkedIn, tu claques des doigts et il y a des trucs. Mais si tu es prêt à t'accrocher 6 mois, c'est pas forcément 6 mois, mais c'est juste. Franchement, tu fais 15 vidéos, 15-20 vidéos. Ouais. Une fois que tu as fait 15-20 vidéos, tu as une réponse très très facile à est-ce que je te continue ou j'arrête. Okay. Selon moi. Mais ça m'arrange ta réponse parce que ça va dans l'autre sens de plus il y a de friction à utiliser un canal d'acquisition, plus il est efficace. Ouais. Et oui, c'est vrai. Non, mais totalement. Mais en fait, c'est ça. Mais je pense que en fait, la friction, moi, je l'assimile vraiment au dilemme court terme, long terme. Hein, c'est tout. Tout le monde va se jeter sur les trucs court terme. Faut que je fasse de la pub. Je vois tout mon budget Facebook, Google. Ouais. Et dès que tu vas commencer à parler de construis ta marque un peu, vas-y, fais-moi 50 vidéos. Comment ça, de quoi tu me parles, tu vois, genre, si t'as pas de ROI tout de suite, t'y vas pas. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de valeur à tirer de tous ces trucs-là. Et ça sera toujours des opportunités parce que c'est un biais humain qui est présent depuis des années. C'est gratification immédiate. Donc, c'est un bon prix. En fait, on pourrait ranger dans cette catégorie-là de trucs où il y a beaucoup de friction mais qui apportent beaucoup de résultats. Tous les trucs sur lesquels c'est compliqué de se lancer. Donc, tu peux mettre YouTube. Je pense que le podcast a aussi un peu de friction dessus, mais le podcast est quand même pas mal pris. Tu vois, as des bons exemples de réussite en France de Mathieu Stéphanie, de plein d'autres podcasts comme ça qui ont très bien marché et qui sont en train de vraiment de péter là. J'ai l'impression, les podcasts. Je sais pas pourquoi tout le monde est en train de lancer son podcast en ce moment, en B2B, mais c'est un truc de ouf. Du coup, c'est un peu en train de buter le format, je trouve, podcast interview. Toi, t'en as un de podcast, non? J'en ai 3. Et t'en as 3? Ouais. J'en ai 3 pour 3 objectifs très différents. Ok. J'ai les bruts e-commerce. Donc, je reçois des e-commerçants, c'est un format interview où je parle de technique avec des CMO. Je reçois pas toujours les fondateurs, mais je veux parler... que ce soit pertinent pour quelqu'un qui manipule des campagnes ou qui est CMO. J'ai Enlève tes chaussures, qui est mon haut de funnel. Est-ce qu'Enlève tes chaussures, tu transformes la vidéo en podcast? Ouais, okay. En audio aussi. De toute façon, tous mes podcasts... prends juste la bande ou tu as un retraitement spécial? Je prends juste la bande, okay. Où je reçois des personnalités B2B que je traite en mode podcast, canapé, etc. C'est pour ça que ça me fait mon top of funnel. Et j'ai un podcast documentaire, je suis tout seul, qui est full audio, qui est Road to 10 Million, qui est une série YouTube du coup que j'ai adaptée en podcast pour continuer à le faire de façon hebdo, justement parce qu'il y avait trop de friction à le faire en vidéo toutes les semaines. Et ces 3 podcasts-là, donc ça c'est pour la marque perso, le RTTM, les bruts e-commerce pour la saisie e-commerce, expertise, et Enlève tes chaussures pour le haut de funnel, me faire découvrir. Et c'est aujourd'hui mes vidéos qui ont le plus de vues, c'est d'Enlève tes chaussures. Tu arrives à analyser tes taux de conversion sur ton podcast? Non. Pour toi, ça se place où dans le funnel? C'est du haut, du milieu, du bas? C'est un peu dur parce que le podcast, c'est pas une source qui se déclare bien pour un prospect. Je t'ai connu dans le podcast. Non, il est allé... En fait, c'est pas toi qui est venu écouter dans mon podcast Les bruts e-commerce, il est venu écouter l'invité.
C'est juste qu'après, il a écouté un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et il t'a vu sur LinkedIn, etc. Et en fait, tu as cette même problématique d'ailleurs, qui est un truc qui est commun entre le B2B et le B2C, c'est la putain d'attribution. C'est-à-dire comment est-ce que... casse-tête. Qui est responsable? Mais je pense que c'est plus vrai en B2C. Pourquoi? Parce que le B2C est beaucoup plus développé, tu utilises plus de canaux en même temps, et donc ça complexifie. Ouais, c'est vrai que c'est plus simple en B2B. Mais par moi j'ai du mal, tu vois, à attribuer exactement. Je sais que je vais jamais arrêter mon podcast, mais j'ai personne qui m'a dit, je t'ai connu dans Lève tes chaussures. Tiens. Bah oui, mais parce que tu utilises plein de canaux. Ouais. Pour une boîte de ta taille, utiliser autant de canaux d'acquisition différents, en vrai, c'est très rare. C'est vrai. Si tu regardes la plupart des boîtes B2B, elles vont vaguement essayer de faire de la pub sur LinkedIn. Elles vont avoir des commerciaux, si on considère que c'est un canal d'acquisition, ils vont faire du SEO. En gros, c'est comme ça que ça va se passer. Toi, tu as 3 podcasts, tu fais des vidéos, tu es sur LinkedIn, tu fais peut-être de la pub par ailleurs. Tu as des commerciaux ou en tout cas des gens qui commencent à... J'imagine que tu envoies des mails de temps en temps pour faire des rendez-vous, des trucs comme ça, qui est de la prospection en soi. Et du coup, cette attribution, elle est probablement plus compliquée. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de canaux d'acquisition. Je devrais en retirer. C'est vrai, je pense que je devrais en retirer un. Enfin, plusieurs. Ah si, il y a quelque chose que je voulais aborder avec toi, c'est un concept que m'a appris un bon pote, Jérémy, qui fait de la pub aussi. Et il m'a dit, en fait, le secret de l'acquisition qui fait que ça fonctionne, il y a 2 variables, c'est la couverture et la répétition. Quand on fait de la pub télé en particulier, les 2 choses qu'il regarde, c'est couverture et répétition. Et cette difficulté d'attribution, on disait, elle était liée à beaucoup de canaux. Et c'est, je pense, la répétition sur les différents canaux qui fait qu'à la fin, t'es au Lion ou Kudak, peu importe, on est friendly, on a envie d'y aller. Et ça va se ressentir aussi dans ton taux de transformation. Si on commence à parler de sales, nous, on le voit très bien chez Mime, il y a des clients qui nous connaissent via la chaîne The Good Sales. Quand ils viennent parler avec nous, généralement, ils sont très matures dans leurs décisions. Il n'y a pas d'effort, moins d'effort pour convaincre et avoir cette confiance. Et donc, c'est un accélérateur énorme de vente, quoi. Ouais. Bah, je suis d'accord. Et c'est je sais pas comment ça s'appelle. Ce fait que tu as cette impression sur Facebook, c'est bien moins puissant qu'une impression sur Facebook, une impression sur Google, une impression sur YouTube, etc. Où tu as l'impression que la personne est partout. C'est avéré, ça? Je pense que c'est pas très dur à démontrer. Si je devais prendre un pari, je prendrais pas du tout le pari inverse. Je le mettrais à 80-90% dans ce sens-là. Mais tu vois, en fait, tu mates tout son téléphone, tu vois Kodak, tu vois The Good Sales. Ouais. Tu sors dans la rue, tu vois un putain de panneau avec marqué The Good Sales. Déjà, rien que ça, putain, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Alors tu prends le même argent, tu mets que sur Facebook, l'effet n'est pas le même. Comment il s'appelle ce billet qui fait que quand t'es exposé plusieurs fois à la même personne, tu finis par bien l'aimer? Plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on finit par l'apprécier. Je sais plus. Pas un truc du bon pote. Il n'y a pas un truc là, Je crois que c'est l'un des 7 billets du livre que tu as dû lire de Cialdini, là, sur influence et manipulation. Je l'ai sur mon... Tu l'as jamais lu? Je l'ai sur mon étagère. C'est un très bon livre qui porte très mal son titre, comme plein de livres d'ailleurs. Ouais. Mais il donne 7 billets en fait sur l'influence, qui sont hyper intéressants. Et l'un de ces billets, en fait, il dit simplement que plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus ta propension à l'aimer, elle est énorme. Juste le fait de passer du temps. Ouais. Même si c'est du temps négatif, limite. Non mais en vrai, si demain tu te retrouves sur une île déserte avec 10 personnes et la seule que tu connais c'est une personne de qui tu as un mauvais a priori, vers qui tu vas aller parler en premier, quoi, vers qui tu vas te rapprocher. C'est vrai. Du connard. En vrai. Non mais il y a des chances, peut-être pas. Non mais t'as raison, t'as totalement raison. En vrai, tu te retrouves c'est la guerre, il y a une situation de détresse, tu vois. Mais c'est finalement comme ça que c'est marrant, je vais parler d'un sujet que tu pourras le couper si ça t'intéresse pas. Mais tu vois, est-ce que tu t'es déjà posé la question comment est-ce que tu te fais pote avec quelqu'un? Et parce que moi je suis pas très loin encore de la phase où je suis sorti d'école de commerce, et j'avais tous ces événements sociaux, etc. Et j'arrive dans la vie pro, et tu dois recréer, tu vois, tes instances de si tu veux rencontrer des nouvelles personnes, te faire des nouveaux potes, etc. Et se pose la question de comment tu deviens pote avec quelqu'un. Parce que tu vois plein de gens. Moi je vois des tonnes de personnes, je suis pas pote avec beaucoup d'entre eux. Mais un jour un mec il m'a dit un truc tout con, et m'a dit mais va au même endroit plusieurs fois. Et à force, et ça marche avec la salle de sport. En fait, c'est une anomalie statistique de ne pas devenir pote avec les gens que tu vois beaucoup. Ouais. Et c'est exactement la même chose que ce que tu viens de décrire. Je pense que c'est là pareil. C'est une anomalie statistique. Si un prospect, après t'avoir vu 15 fois, il n'a pas au moins envie de discuter avec toi pour savoir ce que tu fais. Ouais. Est-ce que c'est pour autant une raison de forcer d'envoyer 15 mails de prospection à la même personne dans la même semaine? Encore une question rhétorique. Je ne pense pas. J'avais préparé une question. Il y a une question que j'aime beaucoup poser. C'est de discuter de tes expériences négatives avec les commerciaux. Souvent, on a des billets sur les commerciaux. Depuis que tu as monté Kudak, tu as acheté des trucs, tu as eu affaire à des commerciaux. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience la plus négative qui t'a laissé la moins bonne impression avec un commercial et nous expliquer
pourquoi. Et ça, c'est important pour les commerciaux qui nous regardent. Ouais. On a l'occasion là d'avoir l'avis sans filtre de quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience. Donc c'est important d'écouter. Ah, c'est marrant, j'ai une histoire qui vient de me revenir. Donc moi j'ai fait le master entrepreneur d'HEC dans lequel il y a une formation qui se fait avec un organisme de sales dont je viens de me rappeler du nom, mais je vais pas le dire parce que c'est négatif, du coup j'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub. Merci. Et donc c'était en fait un coaching des étudiants entrepreneurs sur comment apprendre à vendre. Et moi j'avais pas pu être là parce que moi je travaillais que sur ma boîte, donc j'avais séché le truc. Et donc dans le groupe on était 3 personnes, il y avait 2 personnes qui étaient avec le coach sales. Ouais. Il leur avait dit mais il est où le 3e? Il est pas là, etc. Il a dit vous savez quoi, après avoir prospecté tout le monde, on va l'appeler. Ils ont décrit ma boîte, vas-y la Kodak, vas-y on va l'appeler, on va le prospecter. Okay. Donc le mec m'appelle et me dit ouais Théo, faut qu'on se voit au bureau. Je fais t'es qui, etc. Et donc le mec m'agresse comme ça. Il dit faut qu'on se voit au bureau, on va se voir au bureau. Donc tu sais pas qui c'est, t'as quelqu'un qui t'appelle, il te dit on se voit au bureau. Je suis avec le nom des 2 personnes là, ouais. Faut qu'on se voit au bureau. Un enfer. Et le mec a fait que me harceler comme ça. Il m'a rappelé 2, 3, 4 fois jusqu'à ce que je l'envoie chier. Et en fait, ce con, il était en haut-parleur avec les 2 autres. Okay. Je lui ai dit, mais t'es un con de sale. Je l'ai insulté parce qu'il faisait, t'es un con, mais laisse-moi tranquille. Je te connais pas. Pourquoi est-ce que tu veux que je vienne et tout, etc. Donc c'était une expérience terrible parce que c'était un expert sales. Ouais. Et après, ce qui est marrant, c'est que les 2 personnes m'ont raconté la scène. Ils m'ont dit, il est devenu tout blême et tout, etc. Et en fait, le problème simplement de cette personne-là, c'est que je pense très simplement qu'il s'en battait les couilles de moi, tu vois. Il voulait juste montrer qu'il était capable de choper un rendez-vous. Et rien à foutre que j'ai un problème qu'il puisse potentiellement résoudre. Il n'a passé aucune seconde à m'écouter. Et je pense que c'est d'ailleurs un mauvais apprentissage que j'ai tiré sur le cold call, de me dire attends mais le cold call c'est un truc de forceur. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le cold call qui marche bien. Après la limite est fine, hein, on va pas se mentir. Nous on est les premiers à dire c'est important d'avoir une vente hyper respectueuse. Pour des commerciaux qui sont honnêtes et compétents, on le dit souvent. Mais la limite est quand même fine parce que parfois, pour que quelqu'un s'ouvre, il faut aussi l'aider à passer à l'action et pousser un peu. La question, c'est quand est-ce que tu t'arrêtes? Et c'est là où tu passes de la catégorie de personnes persévérantes à la catégorie de personnes obstinées ou quelqu'un qui va te harceler, quoi. Donc la limite est assez fine, mais la persévérance paye quand même souvent. Et on le voit, si tu regardes, il y a une analyse hyper intéressante qui a été faite sur 1 demi-million d'emails de prospection. Et en gros, la plupart des résultats des rendez-vous gagnés que tu as obtenus par la prospection, ils arrivent après la 2e ou la 3e relance. C'est-à-dire que si tu n'étais pas allé déjà jusqu'à la 2e ou 3e relance, tu te prives de plus de la moitié de ton business. C'est énorme, ça. C'est énorme. Et donc, ça veut bien dire qu'au bout d'un moment, peut-être que d'avoir été un peu persévérant, au début, la personne dit « punaise, il est persévérant celui-là », mais à la fin, elle dit « je vais lui parler parce qu'elle y voit un intérêt ». Et tout se transforme et se rend compte « ok, il a persévéré, mais je comprends pourquoi et j'attribue de la valeur et je vais finir par bosser avec lui ». Et donc, il y a plein de situations comme ça qui sont importantes. Et je pense qu'on surestime trop. Il y a beaucoup de commerciaux qui persévèrent pas, j'ai utilisé ce mot-là, parce qu'ils surestiment trop l'impact dans l'esprit du destinataire de l'email. Si moi, par exemple, je t'envoie un email et que je te relance 2 jours après et que je t'en refais encore 4-5, dans 4 mois, tu te souviens plus de quelqu'un t'a écrit. Si tu voulais pas bosser avec lui, tu te souviens plus de quelqu'un t'a écrit, tu te souviens même plus de ce qu'il t'avait dit. La manière simple de tester ça, c'est que si je te demande ce que tu as mangé mercredi soir dernier, à mon avis, tu t'en souviens plus. Donc, il n'y a pas de chance que tu te... Et en fait, dans toute ta carrière, tu t'es fait prospecter plein de fois, mais de qui tu te souviens vraiment? Avec qui tu as fini par pas bosser? En vrai, personne. C'est-à-dire que l'impact, il est assez faible. Et sur le coup, tu dis, encore quelqu'un qui me prospecte. Sauf que le jour où c'est quelqu'un qui va t'apporter quelque chose, sera content d'avoir fait, quoi. Donc, il y a peut-être, tu vois, je sais pas comment tu appellerais ça, mais cette petite friction juste à dépasser parfois pour réussir à avoir la bonne relation. Absolument. Mais de toute façon, tout ce qui fonctionne est une savante balance. T'as l'équivalent en B2C sur la pub? Bah ouais, t'as simplement couverture, répétition, c'est des notions qui marchent aussi très bien. Carglass répare. Parle-nous de Carglass, s'il te plaît, la pièce de 2 €. Parce qu'en termes de répétition, on pourrait se dire, mais c'est pas possible que ça fonctionne, tout le monde en a marre de ce message. Ça marche quand même, sinon ils arrêteraient. Oui, ça marche, c'est sûr. Mais quand t'as réussi à mettre un truc dans la tête des gens, c'est comme c'est pour ça qu'il y a des petites musiques, des mascottes, etc. Des trucs qui rentrent plus facilement dans la tête. Ils le lâcheront jamais, le Carglass répare qui reste en place. T'as un équivalent quand tu fais de la créa? T'essayes de réfléchir aussi à ces sujets qui rentrent dans la tête? Non, parce que c'est moins une expérience qui est sensorielle sur les réseaux sociaux. La plupart des vidéos se consomment sans le son. Les mascottes, tu peux essayer de... Quand tu dis la plupart, t'as une stat à peu près à nous donner? Non. Je crois que c'est 60% de mobile à peu près. Je sais plus, mais ça dépend des plateformes aussi. Ok. Donc, je crois que sur... ça doit... Mais bon, c'est après dans ces eaux-là, tu vois. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est pas une expérience qui est sensorielle, donc c'est un peu plus compliqué de créer des gimmicks là-dessus, mais après, c'est des... Enfin, tu as les mêmes notions de branding que tu peux avoir à la télé, juste avec les armes que tu as, donc les couleurs,
ta police, etc. Mais c'est pas des trucs qui sont très nouveaux en fait. Finalement, c'est qu'une déclinaison sur une plateforme de ce que tu peux faire de façon très classique quand tu veux créer une marque de manière générale. Donc, non, attends, il y avait une question avant à laquelle je crois que je voulais répondre. Tu m'as posé une autre question juste avant de parler de Carglass. Non, c'est pas le truc que c'était edgy entre la répétition et. Enfin, oui, la répétition et couverture sur le retargeting. En fait, je voulais te parler de retargeting. Ok. Parce que en fait, tu peux sur Facebook recibler les gens qui ont visité ton site mais qui n'ont pas acheté. Ouais. Là, tu peux forcer. Tu peux y aller. Et finalement, tant que les ROI suivent, tu t'en fous de savoir combien de fois tu les as touchés. Et il n'y a que ce que toi t'estimes être un forceur ou pas un forceur qui va te permettre de fixer ta limite. Est-ce que j'accepte de les toucher 2-3 fois par semaine uniquement, ou alors est-ce que je me dis je les touche autant de fois jusqu'à qu'ils convertissent 10 fois, quitte à avoir du feedback négatif. Et là, tu n'as pas vraiment de règle générale en fait, sur ce truc-là. Donc, tu décides. Ce que je remarque en B2B, c'est que souvent les gens arrêtent beaucoup trop tôt versus ceux qui arrêtent trop tard et qui vont au-delà des limites, quoi. Donc, en manière générale, quand tu sais pas... Donc, le bon conseil à donner, c'est sois persistant. Plutôt plus. Ok. Plutôt plus. Le partenariat. C'est-à-dire 10 boîtes qui adressent les mêmes prospects et qui s'envoient des deals. Ok, tu te fais de l'échange de... C'est par exemple, toi, tu gagnes un deal, on a les mêmes personas, mais on ne fait pas le même service ou produit. Exactement, ouais. On s'échange les contacts. C'est ça. C'est un nom, ça. Il y a une boîte qui fait ça, d'ailleurs. Reveal. Ouais. Ça s'appelle... Je sais pas. Je sais pas, le partenariat. C'est simplement si tu fais... Les gens qui font ça, en tout cas, c'est des responsables partenariat dans les boîtes. On en fait un peu, ouais. Comment ça se passe? Tu t'échanges, parce que tout le monde le fait un peu, tu te dis je connais lui, je te mets en contact, etc. Mais de manière structurée. Dans tous les cas, il y a une friction sur le sujet, et c'est pour ça que sinon Reveal n'existerait pas. C'est très dur en fait d'organiser vraiment et de recevoir un certain nombre de leads de la part d'un partenaire à intervalles réguliers, c'est un peu dur. Souvent parce que le principal problème, c'est que les initiatives vont pas être les mêmes entre les deux personnes. T'en as qui veulent de l'apport d'affaires, qui veulent toucher un peu d'argent, t'en as qui veulent offrir... et l'apport d'affaires, tu peux le toucher en tant que boîte, tu peux le faire toucher à la personne qui t'envoie le lead, il y a des cartes cadeaux, des trucs comme ça. T'en as qui veulent que tu leur envoies des leads, donc l'échange de leads, c'est le plus dur à faire fonctionner. C'est horrible. Il faut admettre que ça va galérer et que ça va être totalement aléatoire. Ouais. Tu vas te mettre un créneau régulier pour le faire. Mais le partenariat, c'est vraiment cool parce que c'est du bouche-oreille, très simplement. Tu as fait confiance à quelqu'un et te dit, mais lui, il est bon. Au moins, tu discutes. Oui, bien sûr. Et ce truc-là, surtout c'est très engageant de signer avec une agence. Tu as envie d'avoir le maximum de trucs pour te rassurer. Bien sûr. Donc pour nous, c'est un canal qui est pas mal. Et ça se structure, contrairement à ce qu'on pense. Ouais. Beaucoup pensent que c'est vraiment purement organique, le bouche-oreille. Mais là, tu as donné un exemple. Il pourrait y en avoir d'autres où ça se structure. Alors, le simple fait de, tu vois, nous, on donne beaucoup ce conseil à nos clients. On dit, mais en fait, quand tu fais ton NPS, par exemple, tu demandes à un client qui est satisfait, souvent les gens disent, ouais, est-ce que vous seriez prêt à témoigner ou voilà. En fait, l'extra mile pour industrialiser ça, c'est chaque fois que tu as un client qui est content, tu vas regarder celui qui a mené le projet, ton interlocuteur, tu vas dans son réseau LinkedIn, tu cherches 3-4 personnes avec qui tu as envie d'être mis en relation et tu dis, ah bah tiens, Théo, tu connais Jean, Ludivine et Marc, est-ce que tu peux me mettre en relation avec eux parce que c'est exactement mes contacts. Et là, en fait, tu vas être beaucoup plus proactif dans ton référencement et c'est une méthode qui peut t'emmener hyper loin parce que ça fait effet boule de neige. Donc c'est un truc sur lequel en fait on a il suffit pas de faire un bon service, tu peux faire un bon service et avoir un niveau de recommandation qui va te faire je sais pas une personne par client. Si tu l'actives, tu peux multiplier par 2 ton apport d'affaires là-dessus. Donc ça marche bien. J'avais une question pour toi qui est une question que je pose beaucoup aux gens avec qui je discute. Si tu pouvais voler quelque chose à tes concurrents, ce serait quoi à part leurs clients? Je leur vole l'expérience. Okay. Le bagage. Parce que moi, tous mes concurrents ont un point commun, c'est qu'ils sont beaucoup plus âgés que moi. Ils ont beaucoup plus d'XP que moi. Ils ont un réseau qui est beaucoup plus grand que moi. Et donc, je dois combattre, moi, avec des armes inférieures. Donc, c'est pour ça que j'ai le contenu, notamment. Ça, c'est mon arme dans la bataille. C'est de l'expérience sur l'expertise ads ou c'est de l'expérience sur mener sa boîte? Je parle uniquement de sales. Je parle uniquement de l'expérience de savoir comment vendre quelque chose, de savoir recruter des gens, de connaître des bons head of sales, d'avoir des personnes compétentes dans le réseau que tu peux recruter derrière, et du réseau prospect aussi, tu vois, de gens que tu as découvert dans ton... Moi, j'ai pas mal de concurrents qui ont bossé chez Google ou chez Facebook avant. Ça, forcément, quand tu as vu tous les annonceurs, plus facile. Ça aide. Ouais. Tu vois, moi, je sors d'école, je connais personne. Donc je leur volerai ça. Et qu'est-ce que tu as envie de leur laisser et de pas du tout leur voler? L'expertise. Est-ce qu'il y a un concurrent auquel tu aimerais ressembler? Non, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont construit, mais je pense que justement, je ne pourrais pas avoir atteint l'ambition que je me suis fixée, donc d'être agence numéro 1 en France, en essayant de faire pareil qu'eux.
même si j'aime beaucoup bien sûr. tout ce qu'ils font. Donc même si je les respecte, j'ai pas envie de faire comme eux. Et ben eux ont pas envie de faire comme moi non plus. Donc non. Faut faire combien de chiffre d'affaires pour être l'agence numéro 1 en France? Bah, si tu prends en indé, ça dépend. Parce que quelle est la définition d'indé? Est-ce que quand t'as un fond derrière toi, ça compte? Je pense qu'honnêtement, quand tu fais 100 millions en France, t'es monstre. T'es un monstre en indé. Les plus gros, ça font combien? Je sais pas bien. Ça doit faire 80, un truc. Mais après, je dis probablement de la merde sur ce truc-là. Ouais. Mais en fait, c'est compliqué parce que c'est pas non plus comme une compète de foot, deux personnes s'affrontent, le gagnant est champion du monde. Oui, et puis tu t'es jamais totalement concurrent en plus. Oui, et puis il y a plusieurs pays. Tu vois, t'es jamais vraiment numéro 1 et le mec, c'est lui le numéro 1. À part, je sais pas, Publicis Savas, où là pour le coup, c'est les plus grosses capitalisations. Donc. T'as l'effet de primauté aussi, de celui qui dit qui est, quoi. Enfin, voilà, gros, c'est coucou, c'est moi le numéro 1. T'es un peu ça, non? Ouais. Et t'es toujours numéro 1 de quelque chose. Et c'est ce que j'allais dire, t'es toujours numéro 1, c'est à toi de choisir. Ok, donc on résume. Si les B2B veulent s'inspirer du B2C pour vendre plus, ils doivent exploiter YouTube plus. Et là, je dirais que pour passer à l'action, il n'y a rien de mieux que de ne pas trop être exigeant et juste de se lancer, de se dire, je sais pas, fais 15 vidéos et décide après. Ouais. Deuxième chose, tu peux tenter des canaux qu'on pourrait penser historiquement B2C, type du Facebook et du Google. Ouais. Attention à ce que tu veux faire, parce que chaque canal va avoir ses spécificités. Soit par l'action, je veux dire la propriété, soit par le type de personne que tu vas toucher. Ça, tu arrives à l'avoir assez clairement? La connaître, tu veux dire, cette différence entre les... Ouais, tu arrives à te dire, si tu as une boîte qui fait, je sais pas, surtout tel type de produit, tu arrives à faire du Google, sinon fais du Facebook. En fait, il y a tellement peu de friction à les tester, ces canaux-là particulièrement, que tu mets 500 balles et tu sais. C'est ça, pour 500 balles, tu as la réponse. N'importe qui peut tester, il n'y a pas de limite. Voilà. À qui tu conseillerais de ne pas se lancer là-dessus? Si je vends des moi, avions. Je pense que je le prendrais pur en termes de priorisation. C'est-à-dire, si je suis sûr et certain qu'il y a un canal que je dois tester avant de tester Facebook, Google, et je suis sûr et certain parce que tout le monde utilise, c'est un genre incontournable, je le dirais de ne pas aller tenter un truc un peu absurde. Enfin, qui serait du coup le truc absurde, ce serait d'aller sur Facebook et Google. Mais en fait, honnêtement, c'est si peu d'investissement de tester. Ouais, qu'il faut y aller. Mais tu vois, ouais, c'est ça. Ok, et après, de manière générale, je pense qu'il y a un vrai sujet de awareness, quoi. Genre en B2B, tu remontes pas du tout aussi haut dans le processus de réflexion, de décision de ton prospect, de ton acheteur. Si bien qu'il y a des boîtes en fait qui font du super boulot et qui sont jamais dans la tête des personnes qui peuvent en avoir besoin parce qu'elles sont pas assez présentes. Puis tu as aussi le contraire, tu as des boîtes qui sont présentes partout et qui n'ont peut-être pas l'expertise ou qui n'arrivent pas à avancer. Mais j'ai l'impression que entre l'expertise et la notoriété, c'est la notoriété qui gagne, même en B2B. T'en penses quoi? Non, je suis pas du tout d'accord avec ça, du tout. Je pense que court terme, notoriété gagne. Long terme, malheureusement, quand tu as des boîtes qui sont là depuis 10 ans, tu vas toujours être capé par ta réputation, en fait. Donc, c'est pour ça que nous, la North Star chez Kodak, c'est le nombre de clients qui nous contactent en bouche-oreille. Okay. Ça aurait pu être plein d'autres choses, mais tu ne peux pas avoir de bouche-oreille et être une boîte de merde. C'est pas possible. Alors, ouais, si on part pas dans les extrêmes, plus, tu vois, t'en as un, il est un 7 sur 10, l'autre c'est un 8 sur 10. Tu vois, évidemment qu'une boîte qui... En fait, t'as le cercle vertueux de j'ai un client qui parle de moi, qui me ramène un autre client. Et la notoriété, pour moi, c'est mettre des bûches dans le feu. Ouais. Donc en fait, finalement, oui, si tu as une armée, une putain de machines qui sont capables de couper des forêts et de foutre un nombre de bûches, bah ouais, putain, tu vas avoir un truc qui tourne super vite, même si tu as un coefficient de bouche-oreille qui est nul à chier. Mais long terme, c'est les intérêts composés, c'est-à-dire que 100 clients, si tu en as 10% qui parlent de toi, ça fait 10, mais quand tu as 1000 clients, ça fait 100, et il va falloir en couper du bois pour arriver à faire 100 clients. Donc je pense que c'est toujours l'expertise qui gagne à la fin, et c'est très dur d'avoir c'est pour ça que c'est très dur en fait, d'investir dans l'expertise, parce que c'est exactement comme investir dans de la brand. Enfin, c'est exactement la même réflexion que quand tu dois investir dans du contenu, disons. Mais ça va pas payer tout de suite, hein. Tu vas pas trouver des clients parce que tu es meilleur avec tes stratégies de long terme. Avec tes clients. Mais sur le long terme, normalement, ça va. Enfin, j'espère. Ou alors sinon, j'arrêterai de faire de l'agence. Hein. Je pose la question parce qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qu'on pourrait juger assez moyennes, qui sont beaucoup plus connues et qui ont vachement de succès par rapport à d'autres. Et j'ai aussi l'impression que c'est un peu contre ça que tu te bats, toi. Ouais. La question, c'est elles sont moyennes sur quoi? Alors, parce qu'il y a un truc qui est paradoxal chez les agences, c'est que passer un certain cap de clients, ce qu'ils recherchent, c'est plus de l'expertise. Tout le monde a l'expertise. Ce qu'ils recherchent, c'est contrôler le risque. Donc finalement, elles sont moyennes sur quoi? Elles sont moyennes sur l'expertise, mais elles ne sont pas moyennes sur le contrôle des risques. Tu sais, quand tu vas bosser avec Avas, Publicis, il n'y aura pas de merde. T'es baqué. Il n'y aura pas de merde. Le service, il ne va pas être ouf, mais il n'y aura pas de merde. Tu es tranquille, tu bosses avec un putain d'acteur, il n'y a pas à faire faillite, ton équipe ne va pas disparaître. Enfin, tu es bien. Donc en fait, ils sont moyens sur quoi? Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut comprendre le jeu auquel tu joues. Et moi, mon jeu, c'est ça.
Donc ça veut dire que j'ai un jeu de réputation, un enjeu réputationnel de ouf. Je peux pas, moi, on va me juger pas sur les clients que je satisfais, mais sur les clients avec lesquels ça se passe pas bien, tu vois. Comment est-ce que tu les as traités? C'est toujours. Moi, d'ailleurs, tu cherches une agence, n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo, demande pas comment ça se passe avec les bons, demande comment ça s'est passé avec le pire. Et là, tu vois, est-ce qu'ils ont disparu du jour au lendemain, comment ils ont géré l'offboarding, etc. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, les gens, et c'est la version risque. Hein. T'as bien plus peur de t'engager avec quelqu'un, tu sais que ça peut très mal se passer, même si devant la lune, tu vois. Même si t'es sûr, il y a une majorité de chances que ça se passe très bien, 90% de chances que ça se passe très bien, s'il y a 10% que ça se passe très 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 mal, bah tu vas pas y aller. Ouais. Et moi, c'est pour ça que je travaille mon expertise. Et principalement les cas difficiles, tu vois. Les clients sur lesquels c'est pas facile, il faut bien travailler. Et c'est là où tu montres que tu es clean, tu vois. Il y a un investisseur qui disait, c'était un VC, sur les boîtes qui marchent, nous faisons notre argent. Sur les boîtes qui marchent pas, nous faisons notre réputation. Ouais, très, très smart. Tu sais qui c'est qui a dit ça? Non, je sais pas. Et j'aimerais beaucoup lui rendre la citation. Mais je sais plus. Est-ce que tu as des croyances impopulaires sur la vente? Ce que c'est, comment ça marche? J'en ai sur les sales agences et qui, je pense, se généralisent un peu à n'importe quel sales B2B. Je pense que c'est très dur de créer un besoin chez quelqu'un, dans le sens où, moi, mon marché, j'ai longtemps cru que mon travail, c'était d'expliquer aux gens qu'ils avaient besoin d'un prestataire sur Facebook pour que ce soit mieux fait. Mmh. Et ce marché-là, c'est un peu comme le truc dont on parlait au démarrage. C'est comme si, au lieu d'aller parler à tes early adopters, tu allais parler à des gens, ils ne savent pas trop qu'ils ont un problème, ils ne savent pas trop qu'il y a des solutions qui existent. Tu peux le faire, hein, tu vas certainement réussir. Il y a d'excellents sales qui le font très bien. Mais avant d'atteindre une certaine taille critique, qui est beaucoup plus haute que ce qu'on pense, tu as tout un marché de gens qui cherchent des prestataires et que tu as juste besoin de convaincre que tu es le meilleur, que c'est avec toi qu'ils doivent taffer. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut vendre aux gens qui veulent acheter. Voilà, exactement. Et en fait, tu as un marché beaucoup plus grand que tu penses de gens qui veulent acheter. Ouais. Et moi, je pense que les boîtes, les agences, en tout cas, surtout sur les agences, il y a bien assez d'appels d'offres qui se font pour monter une boîte à 10, 20, 30, 40 millions, sans devoir aller convaincre un mec qui n'était pas trop sûr, tu vois, de faire passer, de choisir un prestataire pour ses campagnes. Donc c'est plus mon marché, ça. Moi, je sais pas de convaincre les gens qui ont besoin de quelqu'un. Soit tu as besoin de quelqu'un, on discute, soit tu dois te convaincre tout seul ou mettre mes vidéos YouTube, on verra. C'est ça, en fait, la force du branding, c'est que les gens qui n'ont pas besoin de toi aujourd'hui te connaissent et le jour où ils voudront acheter, tu seras top of mind et c'est vers toi qu'ils vont aller en priorité. Et en fait, tu te crées toi-même ce marché où c'est que des gens qui veulent acheter, qui viennent te voir systématiquement. C'est que des gens prêts. Ça, c'est l'inbound, hein, c'est la force de l'inbound, c'est que quand les gens ils te contactent, souvent, c'est qu'ils sont prêts ou qu'ils sont curieux, tu dois avoir ça un peu. Ouais, mais c'est aussi parfois une des explications pour lesquelles l'inbound t'apporte beaucoup de leads de merde en fait. Parce que tu vas avoir des gens, ils n'ont pas le besoin depuis très longtemps de choisir un prestataire. Ils ont bien kiffé tes vidéos, bon ils sont allés voir, tu vois. Oui, c'est de la sympathie. Voilà, ouais. Et donc finalement, une boîte sérieuse, elle fait pas ça. Une boîte sérieuse, elle a besoin d'un prestataire. Elle a une agence depuis 10 ans et elle renouvelle son choix d'agence. Et donc elle fait un appel d'offres, elle va choisir les meilleurs. Et bah, t'as intérêt à ce qu'elle regarde YouTube. Ouais. Sinon, elle va pas t'appeler. Ouais. D'ailleurs, la dernière fois, tu me disais qu'en fait, les grosses agences, tu disais, ouais, j'ai envie de bosser avec des plus grosses boîtes et tout. Et qu'elles étaient moins touchées par ce que tu fais sur les réseaux, etc. T'en touches moins. À ton avis, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un biais ou est-ce que c'est vrai d'après toi? Et pourquoi? Alors, deux choses. Je pense que oui, elle ne regarde pas YouTube. Et pourquoi? Parce qu'elle, c'est générationnel? C'est pas des utilisateurs de YouTube, c'est tout. C'est comme ça. Il y a un lien entre le fait que tu bosses dans une grosse boîte et le fait que tu regardes YouTube? Non, mais il y a un lien entre le fait que ton daron il est sur Facebook et toi t'es pas sur Facebook, tu vois. Donc c'est générationnel. Sur Facebook. Oui, bah on peut dire générationnel. Oui, je sais pas si c'est le seul prisme pour analyser qui est sur un réseau ou pas. C'est pas juste la génération. Mais en tout cas, c'est le premier truc. Par contre, ils écoutent des podcasts, tous ces gens. Ah ouais? Ouais, ça c'est un truc de ouf. Donc la leçon, c'est si tu veux toucher des grands groupes, il faut faire un podcast. T'écoutes, tu mets des putains de podcasts. Et vraiment, fais du podcast. C'est pour ça que j'en fais beaucoup. Ok. Seconde chose, par contre, il y a une façon assez détournée de toucher les gens qui est très marrante, c'est Shubham qui m'en a parlé. Je sais pas si tu vois Shubham. Qui fait le Pro de Notion. YouTube. Le Pro de Notion, exactement. Ouais. Qui disait qu'il faisait des vidéos. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'il faisait des vidéos aussi techniques, de tutos, de comment tu synchronises tel truc. Je fais, mais ton CMO, il va jamais regarder ça, il s'en fout, c'est pas lui qui le fait. Mais en fait, lui fait la technique du partage dans le Slack. C'est-à-dire, il prend des opérationnels, il dit putain, il y a cette vidéo de ce mec-là trop stylé, il partage dans le Slack. Ouais. Et là, le CMO, il voit. Et après, le CMO, il fait, mais prenez-moi ce mec. Ok. Et parce que ça a été validé par un opérationnel dans lequel il a confiance. Donc il fait ce qu'on appelle du bottom-up, voilà. Il touche Et j'ai trouvé ça... Parce que du coup, tu as un argument qui peut être construit contre le fait de généraliser et de ne plus faire de technique. C'est-à-dire tu peux... sinon tu vas plus avoir cet effet-là, tu vas plus parler aux personnes techniques. Si tu fais moi je fais plus de tutos dans Business Manager, etc. Mais je pense que je pourrais continuer à en faire.
Ouais, et je pense que ça, demain, ça va changer. Parce que les managers de demain, c'est les gens qui consomment YouTube aujourd'hui et TikTok, etc. Je pense que demain, tu feras, même sur B2B, moi j'ai déjà eu des clients qui m'ont connu grâce à TikTok alors qu'on fait que du repost et qu'on n'active pas du tout. Mais tu as de plus en plus ça. Donc cette tendance, elle va s'inverser. Donc je plus sois quand tu dis faut aller à fond sur YouTube parce que c'est que le début en fait du potentiel en B2B. Ouais. Choisis ta question, choisis bien parce qu'il y a des questions pièges. Je vais peut-être regretter. Ouais, pas de questions pièges. Quel est le skill le plus contre-intuitif que tu as ou que tu as pu développer en tant que CEO? Bah alors c'est un truc qui était très bullshit avant que j'ai à l'employer. Je trouve que c'est la compétence vision. Ok, compétence vision. Compétence, voilà, voir. Transmission de vision? Non, vision tout court. D'accord. Tu vois, parce que plus une boîte elle grossit, plus tu as de personnes, plus tu dois en fait synthétiser beaucoup d'informations qui viennent de plusieurs endroits différents. Donc tu as tes sales qui te disent un truc, ils n'arrivent pas à vendre tel truc, ton consultant qui n'arrive pas à vendre le truc que ton sales il a délivré, la créa qui dit qu'il a besoin de tel truc, et moi j'ai plusieurs expertises, j'ai plusieurs business units. Et j'ai besoin de comprendre, moi, de faire coller deux choses, même trois choses. Ce dont le marché a besoin, et ce dont il va avoir besoin, ce que j'ai comme expertise en interne, et ce que je peux recruter comme expertise. Et tout ça me donne en fait Kudak, ce que je peux faire, et comment est-ce que je vais performer aujourd'hui, et comment est-ce que je vais performer dans 3 ans. Et notre première vision sur laquelle on s'est construite, c'est la performance via la créa. C'était très simple. C'était un truc qui était américain, très développé, et qui n'était pas du tout en France. Ça nous a porté, tout le monde nous a pompé. Donc maintenant, il faut qu'on se réinvente. Et on a dû un peu se réinventer sur les dernières années. Et donc là, j'ai dû regarder qu'est-ce que j'avais comme compétences en interne. C'est comme ça qu'on a développé le tracking. Chez nous, j'ai découvert que j'avais une personne qui était très technique chez moi et qui était capable de faire progresser mon équipe sur analyser la performance. C'est un truc que les autres n'avaient pas. Donc je me suis rendu compte aussi que c'était collé avec le contexte de on perd toutes les données via les cookies sur Internet. Et pour le coup, je n'ai pas eu besoin de recruter sur celle-là. Donc du coup, vision, et je me dis, et tu mets tes trucs ensemble, tu dis bon écoute, je vais créer une business unit et je vais le vendre, et comment est-ce que je vais le vendre avec les prestats que je vends déjà. Et donc c'est prendre toutes tes données, comparer ça à qu'est-ce que tu as l'impression que le marché demande, et pour moi c'est ça, cette compétence de vision que je trouvais totalement bullshit quand CEO me disait mon travail c'est la vision, c'est-à-dire tu te branles en fait, genre qu'est-ce que tu fais, tu vois. Tu fais quoi comme différence entre la vision et la stratégie? Alors en fait, pour moi tu as 3 niveaux, tu as vision, stratégie, tactique. Vision, c'est où est-ce que tu veux emmener ta boîte. Je ne sais pas si l'horizon temporel, c'est vraiment la bonne typologie pour faire la séparation entre tout, mais c'est qu'est-ce que ta boîte peut devenir. La stratégie, c'est comment tu gagnes. Qu'est-ce qu'elle peut devenir en interne, aux yeux d'elle-même ou aux yeux de ses clients, du marché? Pourquoi est-ce que Facebook peut passer d'un réseau social étudiant à la plus grosse régie publicitaire du monde. Et donc avec toutes les datas de tout le monde. Donc ça, c'est un exemple de vision. La stratégie, c'est comment est-ce que tu vas arriver à l'étape suivante, celle que tu as vendue aux invests ou que tu vas voir. Donc comment est-ce que je prévois d'arriver à 10 millions de chiffre d'affaires en France, par exemple. Ça, c'est ma stratégie. Et ma tactique, c'est comment est-ce que j'articule ça à l'échelle court terme. Donc pour nous, c'est plutôt trimestre. Donc, je vais faire quoi, tu vois? Je fais quoi? Donc qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les grands sujets sur lesquels tu vas devoir travailler, ta stratégie? Et ensuite, potentiellement, où est-ce que ça peut t'amener? Est-ce qu'il existe, enfin voilà, faire l'exercice d'essayer de construire une vision de qu'est-ce que ça peut devenir ma boîte. Donc moi, par exemple, je peux avoir 100 boîtes au sein du groupe Kudak, qui sont tous des spécialistes, dans 50 pays différents, et tout piloté depuis la France, parce qu'on a le remote. D'accord. Ça, c'est parce que tu as développé ta vision. Ça, c'est ma vision. Ça peut être ma vision. Donc ma vision, c'est créer des spécialistes. Ma stratégie, pour arriver à 10 millions, j'ai plein de chevaux de bataille qui sont un peu en interne. Et ma tactique, c'est mes OKR, simplement. Tu vois. Ok, ouais, bien sûr. Ok, question suivante. Yes. Il y en a un qui est tombé. Je vais le prendre, c'est un piège. Si ta boîte était un super-héros, lequel serait-ce? Quel serait son super pouvoir? Lequel serait-ce alors? J'ai vu d'ailleurs que tu avais fait une vidéo sur le livre de Donald Miller, Building a Story Brand, ouais. Qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et donc, il parle de ses héros. Donc, cette fois-ci, c'est à toi d'être le héros. C'est plus au client, mais comment ce guide / super-héros, si je tweak un peu le concept, aide les gens avec quel super pouvoir? Bon, le premier qui m'est venu en tête, c'est Batman, si on retire la partie héritier. Ok. Où je pense que justement, on n'a pas cet héritage de l'expérience dont je parlais un peu avant,
on a plein de ressources qu'on peut utiliser, on a dû tout vraiment créer en partant Mais de quelque zéro. part, est-ce que ça vous donne pas une fraîcheur et c'est pas ce qui a fait que vous avez décidé d'innover et que tout le monde vous a suivi sur un sujet? Probablement. Et c'est pour ça que Batman aussi s'en est bien sorti. C'est parce qu'il avait rien, il a dû tout construire. Enfin, il a pas de super pouvoir. Ouais. Et il se rend compte en fait. L'argent, est-ce que c'est son super pouvoir? Pardon? Est-ce que c'est l'argent? Bah voilà, super la pouvoir leçon de la trilogie, selon moi, c'est que justement l'argent n'est pas un super pouvoir. Tu vois. Tu peux pas sauver une ville contre elle-même. Mais on pourrait parler de la trilogie une autre fois. Et donc je dirais Batman, parce que c'est un mec qui n'a pas de compétences hors du commun. Ok. Et qui fait le don de soi, tu vois, carrément. Nous, on a give first dans la culture. Okay. On pense que c'est comme ça d'ailleurs qu'on va dynamiter le marché des agences. C'est en ayant un peu des valeurs humaines qui se perdent quand tu fais du service et réussir à les garder le plus longtemps possible. Ok. Il y a le côté justicier aussi un peu de Batman? Je sais pas, ouais, peut-être un peu au début. Justice. Mais moi, je défends pas des valeurs morales en mode je me bats pour ça, tu vois. Tu dis souvent que tu fais la chasse au mauvais service quand même. Ouais, je fais quand même la guerre au mauvais service. Mais je fais la guerre au mauvais service, pas aux gens qui font du mauvais service, tu vois. D'accord. Donc ça veut dire que je le combats à la fois chez les gens, mais aussi chez moi, le mauvais service. Je comprends. Donc j'ai envie de... Tu vois, Batman, il veut pas tuer. Il veut pas tuer le Joker. Ouais. Donc, bref. C'est pour ça que tu as mis ton t-shirt noir ce matin. Après, je vais mettre mon masque. Et j'attends que tu sortes ton masque. Ok, nice. On en fait une dernière? Vas-y. Quels sont tes 3 plus grands hacks de productivité? Je déteste la productivité. Je pense que quand tu aimes bien ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'être productif. Tu as juste besoin de faire attention à ta santé. Dormir, faire du sport et manger responsablement. Et après, si tu es passionné par ce que tu fais, tout roule. Quand tu es pressé de devenir le numéro 1 en France, tu as envie d'accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Donc quand tu me dis j'aime pas la productivité, je trouve que c'est hyper intéressant comme point de vue parce qu'à mon avis il y a peu de gens qui m'auraient dit ça, qui m'ont dit ouais la productivité c'est hyper à la mode et tout. Donc, cool que tu aies ce point de vue là. Du coup si je peux reformuler la question, parce que c'est peut-être une question que tu t'es déjà posée, comment tu fais pour en faire pour aller le plus vite possible vers ta destination, celle que tu as choisie? Alors juste pour étayer un peu sur pourquoi est-ce que j'aime pas la productivité, je fais évidemment plein de choses, j'ai une to-do, etc. Je suis quand même assez organisé sur plein de choses, mais je trouve que tous les gens qui me parlent de productivité vraiment en détail, etc., je les sens morts à l'intérieur un peu, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, ils sont là. Soldat, discipline. Demain, j'ai prévu toutes mes blocs comme ça, et tu butes le plaisir. Bah tu vois, tu sais ce que c'est ma stratégie. J'ai pas besoin d'aller vite déjà moi. Première chose, j'ai pas d'investisseur. J'ai besoin d'aller loin. Et donc, tu n'es pas obligé d'avoir besoin, tu peux juste avoir envie. Ouais. J'ai envie. C'est le luxe des boîtes bootstrap. On est dans la même situation. Absolument. C'est que tu fais parce que tu as envie, pas parce que tu as besoin. Et cette super croissance, celle que tu as, tu vois, c'est une envie, c'est pas une nécessité parce que demain tu vas mourir. Ouais, mais en fait, je vais vite pas parce que je fais des trucs de productivité, je vais vite parce que j'aime bien aller vite. Et c'est une qualité qui est inhérente, une caractéristique simplement. J'aime pas quand c'est lent. Et moi, mon truc, c'est de me dire, je refuse de faire. Je fais le Pareto de la productivité. C'est-à-dire, je travaille chaque jour sur la tâche la plus importante de ma journée et puis après le reste, je fais si j'ai le temps. Ouais, et bah après, moi j'ai résolu la productivité. C'est bon, l'équation elle est bonne. Et après, je prends du temps pour faire les trucs que je kiffe et je fais en sorte que le voyage soit agréable. Et j'espère que je vais pas gagner parce que je vais courir le plus vite, mais je vais gagner parce que les concurrents comme ça, tu vois, ils vont s'essouffler. Moi, je vais passer comme ça. Tu vois, je t'avais bien dit, enculé. Regarde. Très belle métaphore du marathon et du sprint. Voilà, en fait, c'est le lièvre et la tortue, mais j'aurais pu. Merci Jean. Non, mais je pense que c'est important ce que tu dis. C'est un luxe. Ça fait partie des bons points quand tu as réussi à faire une boîte bootstrap, d'avoir ce choix-là. Et c'est vrai que c'est suspect. Là, je te rejoins sur ce point-là. Les gens qui parlent trop de productivité, souvent c'est suspect. Et on peut même aller plus loin et de se dire. Il y a ce 80-20, il y a une espèce de la loi des gains marginaux, tu vois, sur la productivité aussi. Et quand tu vas chercher les 2-3 derniers passants, en fait, c'est juste une perte de temps. Et c'est cool d'aller à l'essentiel. Donc, trop bien. Merci pour tes conseils, Théo. Bon courage pour la suite. On te souhaite de devenir l'agence numéro 1 en France. Je te souhaite de devenir aussi l'agence numéro 1 de ton secteur. Yes, merci. Et puis, pour ceux qui veulent te suivre et entendre toutes tes autres bonnes idées, puis ton aventure que tu publies sur YouTube fréquemment, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, le meilleur moyen pour suivre, pour rien rater, c'est le podcast Road to 10 Million en roue libre, disponible en audio uniquement. Et après, YouTube, Théo Lyon. Très facile, Théo Lyon Koudak. Ok. Merci Théo, j'espère que ça vous a aidé à vous donner des bonnes idées d'utiliser les strats B2C pour faire de l'acquisition en B2B. Et puis, je vous dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Tchou.